Bienvenue à tous. Ici Rick d'Éducation Canadian Geographic et nous sommes de retour avec notre dernier événement en direct cette année pour le mois marin canadien, présenté en partenariat avec la Fondation des carrières maritimes canadiennes. Alors, tout au long du mois d'octobre, nous avons eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le secteur maritime, d'explorer différentes organisations et carrières et d'échanger avec des professionnels de l'industrie. Alors, dans quelques secondes, je discuterai avec nos invités d'aujourd'hui et dans environ 15 minutes, elles vont répondre à vos questions. Alors, préparez-vous à participer à la conversation. Les enseignants, n'oubliez pas d'inscrire votre classe à notre concours en ajoutant votre nom ou le surnom de votre classe dans le chat YouTube. Vous participerez ainsi au tirage au sort d'un prix de 500 $. Et restez jusqu'à la fin pour un petit quiz Kahoot afin de voir ce que vous avez appris de la présentation d'aujourd'hui. Les détails de connexion seront affichés dans le chat et partagés à l'écran un peu plus tard. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos invités spéciaux de Canada Steamship Lines ou groupe CSL, l'une des plus grandes compagnies maritimes du Canada et l'un des principaux propriétaires et exploitants de navires sur les Grands Lacs. Alors, veuillez accueillir Caroline Denis et Amélie Simard. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être ici. Juste question, d'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Ben moi, je suis à la maison. Je vais faire des citrouilles ce soir, donc je reste à la maison pour planifier les citrouilles avec les enfants. Voilà. Parfait. Moi, pareil, je suis aussi à la maison. Pas pour planifier les citrouilles, mais je vous parle de Montréal aujourd'hui. Ben, très bien. Nos élèves sont impatients d'en savoir plus sur vous. Alors, juste pour commencer, parlez-moi un peu du groupe CSL. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour répondre à ta question, Eric, CSL opère des navires dans différentes parties du monde, comme l'Australie, l'Europe, l'Afrique, mais aussi, comme tu l'as mentionné, principalement au Canada, où vous avez peut-être déjà vu un de nos 17 navires canadiens lorsque, par exemple, vous passez sur un pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent. En fait, nos navires sont appelés des vraquiers. Et puis, on transporte principalement ce qu'on appelle du vrac sec. Donc, par exemple, on transporte du sucre qui se retrouve dans vos recettes de gâteaux ou dans le café de vos professeurs. On transporte aussi des variétés de grains qui se retrouvent dans vos céréales le matin et même du sel qu'on met sur les escaliers ou sur la route l'hiver pour nous empêcher de glisser. Eh bien, ce sel-là vient des îles de la Madeleine, vient de la mine des îles de la Madeleine. Puis, on le transporte dans le vent de nos navires jusqu'aux grands centres urbains comme Montréal, Trois-Rivières et Québec. Donc, en effet, nos navires ont fait l'objet de plusieurs changements et améliorations technologiques au fil des années. Donc, en 2021, on a conçu et construit le Nukumi, le premier navire de type diesel électrique qui opère maintenant au Canada et qui transporte entre autres beaucoup de sel des îles de la Madeleine. Nous exploitons également le premier navire avec une assistance à voile sur les Grands Lacs, un transporteur de ciment qui est nommé le Sunanvik. Donc, vous allez bientôt voir une photo de ce navire à l'écran. Donc, vous pourrez voir les deux voiles verticales et flexibles de type qu'on appelle Ventofoil, qui sont installées sur le navire en 2023 et qui sont installés dans des conteneurs de transport là, qui ont été installés sur le pont principal du bateau, qui leur permettent d'être déployés et d'exploiter l'énergie éolienne pour une poussée supplémentaire. Donc, ces voiles-là augmentent la vitesse du navire lorsque les conditions sont favorables, mais permettent aussi de réduire les émissions puisqu'on utilise moins de carburant pour arriver à la même vitesse. Très cool. Ouais, j'aime voir de nouvelles technologies comme celle-là.
Alors, je suis curieux de savoir ce qui rend CSL unique en tant qu'employeur. Alors, peut-être deux questions. Selon vous, qu'est-ce qui fait de CSL un si bon endroit pour travailler? Et aussi, quel était votre parcours pour en arriver à travailler dans cette industrie? Oui, ben en fait, moi, ce que j'aime dans le transport maritime, c'est l'aventure, c'est les gens, c'est le lien avec l'eau. Le premier navire sur lequel je suis embarquée transportait du sucre du Brésil, puis était opéré par un équipage indien. Et je ne sais pas si vous aimez les plats indiens ou si vous trouvez ça trop épicé, mais je vous avouerai que ça a vraiment été un de mes meilleurs repas indiens à vie. Par contre, dans le cadre de mon travail, je ne vais pas très souvent à bord des navires, mais j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler du bureau avec des gens diversifiés, de différents horizons et qui sont vraiment tous passionnés par leur travail. Donc, si vous avez le mal de mer, sachez qu'il y a vraiment des belles opportunités de carrière pour vous sur Terre. Et puis, comment moi, personnellement, je suis arrivée là? Bien, j'ai peut-être un parcours un peu atypique où j'ai étudié et travaillé en cinéma étant plus jeune. Et puis, après 5 années de travail sur les plateaux de tournage, j'ai eu cette envie de me rapprocher d'une profession qui était plus liée à mes valeurs personnelles. Puis c'est pour ça que je suis allée faire mon bac et ma maîtrise en géographie environnementale à l'Université de Montréal. Puis, en tant qu'amoureuse du surf et de la mer, ma maîtrise a porté sur l'industrie maritime. Puis, j'ai eu le privilège de faire mon stage il y a plus de 15 ans chez CSL. Et d'où je pense que la photo qui est ici date de 15 ans d'ailleurs. Et j'ai vraiment été charmée par cette entreprise là, qui accorde vraiment beaucoup de valeur à la protection de l'environnement. Pour ma part, bien, je ne savais pas vraiment lorsque j'étais à l'adolescence dans quelle carrière me lancer. J'avais plusieurs intérêts. C'était un petit peu difficile, je trouvais, à cet âge-là, d'en choisir seulement un. Je cherchais surtout un emploi non conventionnel. Je savais qu'un emploi régulier de 8 à 5 derrière un écran d'ordinateur, c'était pas pour moi. J'étais très, très active, j'avais soif d'aventure, j'étais plutôt intéressée par les domaines industriels. Puis, un petit peu par hasard, j'ai trouvé le programme de génie mécanique de marine à l'Institut maritime du Québec qui se trouve à Rimouski. Donc, j'ai décidé de déménager là à 19 ans, à 600 km de la maison. Puis, je suis vraiment tombée amoureuse du programme. C'est un programme de 4 ans qui implique beaucoup de cours de physique à l'école. Puis ensuite, vous apprenez la mécanique à bord des navires dans un cadre très concret pendant un programme de stage pour les cadets qui est d'une durée de 12 mois. Donc, au cours de ma carrière, bien, j'ai été appelée à naviguer là, dans de nombreux endroits, dont l'Arctique canadien, le Groenland, l'Europe, les Amériques. J'ai fait la côte est des États-Unis très, très souvent. Je suis même allée jusqu'au golfe du Mexique. Donc, j'ai tellement d'histoires là, depuis les 15 dernières années de ma carrière, là, je pourrais probablement écrire un livre. Puis, bien, j'ai finalement gravi les échelons jusqu'à l'obtention de mon brevet de chef mécanicienne. Il y a environ 5 ans de ça. Donc, c'est le brevet ultime à bord pour le département des machines. C'est très similaire à un brevet de capitaine en termes de rang à bord là, pour capitaine qui, lui, est en charge du navire et du département de pont. Donc, quand vous étudiez à une école maritime, peu importe au Québec, Canada ou à travers le monde, là, vous avez le choix d'orienter votre carrière dans le domaine de la navigation ou de la mécanique. Donc, je suis la toute première femme chef mécanicienne de CSL. Alors, j'encourage les femmes, évidemment, à choisir un cheminement de carrière qui est dominé par les hommes largement. Si vous pensez que c'est ce que vous aimez, alors n'hésitez pas. Vous pouvez vivre votre passion et il faut toujours vous rappeler que pour être un bon mécanicien à bord, vous n'avez pas besoin de biceps. Vous avez seulement besoin d'avoir une bonne tête sur les épaules. Parfait, merci de partager cela. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur CSL et vos parcours, pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos rôles chez CSL? Oui, bien, comme je disais, ça fait plus de 15 ans que je travaille pour l'industrie maritime, donc plus spécifiquement chez CSL. Puis mon rôle dans mes 10 premières années en tant que gestionnaire en environnement, c'était de trouver des solutions pour améliorer notre impact sur l'environnement et sur les mammifères marins.
Et au courant des dernières années, je travaille maintenant plus comme gestionnaire de projet pour implanter des nouveaux systèmes informatiques à bord des navires pour qu'on devienne plus efficace puis offrir un meilleur environnement pour nos marins. Pour ma part, mon travail à bord des navires en tant que chef mécanicienne consiste à mettre en œuvre là, les politiques de CSL qui sont liées à la sécurité, à l'environnement, à l'exploitation de leurs navires. Donc, mon navire actuel, c'est le Frontenac sur lequel je travaille depuis 4 ans. J'ai 10 personnes qui sont sous ma responsabilité et chacune d'entre elles ont des tâches spécifiques en lien avec leur position à bord. Donc, plus tu montes en grade sur les navires, plus tes responsabilités deviennent aussi grandes. Donc, le chef est responsable de la gestion de son équipage et de l'exploitation efficace de toutes les machines à bord. Donc, on parle ici le moteur principal, les générateurs, la propulsion, les systèmes de déchargement, les machines de pont pour amarrer le navire, les grues, l'installation électrique ainsi que la production d'électricité, l'automatisation et même les réparations d'accommodation. Tout y passe. Donc, le chef, c'est une personne qui doit tout savoir, de son mieux, évidemment, et puis doit essayer à tout prix d'éviter les pannes d'opération afin d'assurer de pouvoir livrer notre cargo à nos clients. OK. Alors, j'aimerais également vous interroger juste un peu sur l'impact environnemental des navires et du transport en général. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le transport maritime influence l'environnement? Oui, bien, tout d'abord, je pense qu'il faut savoir qu'environ 90% du commerce mondial de marchandises est effectué à un moment ou à un autre par des navires. Donc, tous nos vêtements, vos téléphones, à un moment ou à un autre, ont été transportés par navire. Puis, ces navires émettent environ 25% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on appelle la flotte mondiale émet 25% des gaz à effet de serre. Et ce sont d'ailleurs, comme je le disais, les gaz à effet de serre, c'est eux qui contribuent au changement climatique. Donc, alors oui, comme on peut le voir ici, utiliser le navire pour transporter des biens pollue moins que de transporter la marchandise par train, par avion ou par camion, mais on doit évidemment également faire notre part. OK. Et que fait CSL pour atteindre ces objectifs? Oui, en fait, jusqu'à présent, les efforts de CSL pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre se sont concentrés particulièrement sur les biocarburants, c'est-à-dire les carburants qui sont fabriqués à partir de biomatériaux usagés, comme des huiles qui proviennent de l'industrie alimentaire ou agricole. Et puis, CSL est vraiment un pionnier mondial dans l'utilisation des biocarburants. Et puis, pourquoi on aime tant les biocarburants? En fait, on appelle ça l'économie circulaire du cycle de vie du CO2. Donc, lorsque les cultures poussent, donc les plantes, elles inspirent du CO2 pour grandir. Une fois qu'elles ont poussé, on les récolte et on utilise l'huile usagée provenant de la récolte pour propulser nos navires. Ensuite, les moteurs rejettent le CO2 dans l'atmosphère et la génération suivante de culture va réabsorber ce CO2 à nouveau. Et le processus se répète comme ça, un cycle infini. Puis, en fait, inversement, l'utilisation des combustibles fossiles plus classiques, comme le carburant, par exemple, qu'on met dans nos voitures, il n'y a pas les avantages liés à un cycle de vie, puisqu'on fait qu'extraire le pétrole du sol, le brûler, puis rejeter le CO2 dans l'atmosphère. Et puis peut-être avant de laisser la parole à Amélie, il y a un fait intéressant. Le premier moteur diesel jamais fabriqué en 1897 fonctionnait à l'huile d'arachide. Donc, le biodiesel n'est pas nouveau. C'est l'histoire un peu de nos origines. En parlant de pratiques environnementales, alors comment ces efforts de CSL se traduisent-ils concrètement à bord des navires? À bord des navires, là, les principaux avantages, évidemment, la réduction de la pollution émise par les gaz d'échappement des moteurs. Donc, le biocarburant, c'est une essence qui est très propre. Donc, on n'a pas besoin de nettoyer comme autrefois là, les gaz d'échappement eux-mêmes avec un système compliqué qu'on appelle un scrubber. Désolé l'anglicisme. Cette pièce d'équipement utilise des substances nocives et dangereuses pour purifier les gaz d'échappement.
Donc, on n'a plus besoin d'utiliser ces types d'équipements-là. Aussi, lorsque nous brûlions uniquement des combustibles fossiles lourds, ça causait beaucoup de dépôts de suie, des carbones durs dans la tuyauterie d'échappement. Donc, ça devient évidemment un risque d'incendie sur le long terme s'ils ne sont pas nettoyés. Donc, ça aussi, c'est un énorme avantage au niveau des opérations à bord. Le biocarburant nécessite aucune modification des systèmes pour le fonctionnement d'un moteur à combustion interne. Donc, le processus de combustion en tant que tel demeure le même qu'avec un combustible fossile. C'est la principale raison pour laquelle c'était vraiment une très bonne idée d'aller de l'avant avec le biocarburant au niveau de CSL, puisqu'il n'y avait aucun coût associé avec la transition. Donc, je dirais que le seul inconvénient là, du biocarburant à bord, autre que d'être dispendieux, c'est que nous pouvons seulement le brûler sur une très courte période de temps, soit de mai à octobre, parce que c'est un carburant qui est très sensible à la basse température. Donc, aussitôt qu'on arrive dans des températures un petit peu plus froides durant l'hiver, là, le biocarburant peut devenir gélatineux dans les réservoirs. Puis, bien, ça, évidemment, ça peut obstruer les filtres, la tuyauterie et le système d'injection, etc. OK, bon à savoir. Alors, juste pour terminer, je sais aussi que CSL prend des mesures spéciales pour protéger la vie marine. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos initiatives pour protéger comme les mammifères marins? Oui, une des valeurs de l'entreprise, puis de l'industrie maritime, puis même du Canada, est également de protéger la vie sous l'eau, comme les baleines ou les mammifères marins. Puis, considérant que nos navires passent dans des zones évidemment habitées par ces mammifères marins-là, on veut évidemment s'assurer de bien cohabiter tous ensemble, puis de protéger ces baleines évidemment, on aime tous. Et on est vraiment chanceux au Canada d'avoir 2 des meilleurs programmes au monde pour comprendre l'impact du bruit sous-marin de nos navires sur les baleines. Le premier programme se nomme le programme ECHO. Il est basé près de Vancouver. Puis, dans ce programme-là, on enregistre tout le bruit sous-marin émis par les navires qui passent près de Vancouver à l'aide d'hydrophones qui sont sous l'eau. Et le deuxième programme qui existe aussi plus du côté atlantique se nomme le projet Mars, qui est basé à Rimouski. Puis également, c'est une station acoustique composée de différents hydrophones où encore on mesure le bruit que les animaux entendent sous l'eau, mais aussi nous permet d'identifier les parties de nos navires qui émettent le plus de bruit, avec évidemment comme objectif de trouver des solutions pour être plus silencieux. Puis peut-être pour ajouter aussi un dernier point, on fait également partie du réseau d'observation des mammifères marins. Ce que ça veut dire, c'est que nos marins écrivent à chaque fois qu'ils aperçoivent des baleines dans un registre, puis ça nous permet de mieux savoir où se situent ces baleines et ces mammifères marins dans l'estuaire, puis dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, en effet, nos navires sont équipés de systèmes qui surveillent notre présence dans ces zones sensibles-là. Puis, nous ajustons ensuite nos opérations en conséquence en réduisant notre vitesse et notre bruit émis pour nous permettre de nous conformer à la réglementation qui est en vigueur. Donc, ces moniteurs-là qu'on a à bord, là, ils ont aidé les chercheurs à mieux comprendre comment les navires affectent les mammifères marins. Les principales sources de bruit sous-marin qu'on trouve à bord là, proviennent entre autres des hélices, proviennent des moteurs principaux, des générateurs et aussi le mouvement hydrodynamique de l'eau autour de la coque. Donc, lorsque le navire avance avec la propulsion de l'hélice, il doit combattre la résistance de l'eau et ça cause des ondes dans l'eau qui dérangent les mammifères marins. Donc, tout cela, évidemment, ça a une incidence là, sur la communication, la navigation, l'alimentation et les habitudes de reproduction des mammifères marins. Puis, bien, nos membres d'équipage, comme vous pouvez voir à l'écran, ils ont la chance d'apercevoir plusieurs mammifères marins à chaque année. Donc, par exemple, en 2023, nos navires en ont repéré 38. Puis, vous pouvez voir qu'en 2018, il y a 127 observations de mammifères marins qui ont été enregistrées par nos membres d'équipage. Donc, la différence d'observation là, peut varier pour de multiples raisons à travers les années, notamment nos routes commerciales qui peuvent être différentes et aussi, malheureusement, les changements climatiques. Donc, la diminution de ce nombre-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles on concentre nos efforts chez CSL dans cette direction et nous nous joignons à un effort mondial pour faire mieux pour sauver notre planète.
Il y a certains de nos navires qui ont l'occasion de voir diverses espèces, comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Ici, ce sont des données qui ont été recueillies par l'équipage du Nukumi, qui a repéré 13 espèces de mammifères marins différentes en 2023. Donc, c'est vraiment impressionnant, c'est super. Bon, ben c'est une bonne chose d'entendre parler de tous ces efforts pour protéger les animaux et l'environnement. Donc, merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Alors, ben c'est maintenant le temps pour notre public de poser ces questions. Alors, je pense, je vois, on a une classe, Madame Serre, si vous pourrez mettre à marche votre caméra et micro. Je vais aussi juste mettre dans le chat et je vais mettre sur l'écran aussi. Voici les détails de connexion pour notre jeu Kahoot, qu'on va passer quelques minutes. Mais, OK, et je vais enlever ça aussi. Alors, Caroline et Amélie, êtes-vous prêts? Je vais juste mettre à l'écran. On a ici la classe Madame Serre à Wakefield. Bonjour. Salut. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Avez-vous des questions? Il y a un peu de d'accord là, mais... Ouais, vas-y, très fort. Oui, Amélia. Amélia, est-ce que Sam est le chef du bateau? Chef mécanicien, oui. Chef mécanicien. Est-ce que Si j'aime ça, ouais. si j'aime être le chef, mais j'aime ça, c'est vraiment dans le fond, être chef, c'est l'accomplissement ultime de ma carrière. Donc, quand tu termines l'école, tu as un certificat de l'école maritime, mais ensuite, tu dois passer des examens avec Transport Canada, si tu demeures au Canada, ou avec les autorités du pays dans lequel tu étudies. Puis là, tu passes des examens, puis ensuite, tu peux passer tes brevets. Donc, c'est un petit peu, on peut dire 4, 3, 2, 1. 1 étant chef. Donc, tu es rendu au sommet, c'est un bel accomplissement. Donc, c'est vraiment le fun d'être chef parce que ça te permet d'être le leader, ça te permet vraiment d'imposer à bord tes propres valeurs avec ton équipage, puis aussi de voir le respect que ton équipage te retourne lorsqu'ils sont satisfaits de ton travail. Là, c'est très, très gratifiant. Donc, j'aime beaucoup être chef. Ouais. Merci. D'autres questions? Merci. D'autres questions? Moi, j'en ai deux. Alors, la première, c'est quelle est l'importance du bilinguisme dans votre environnement de travail? Tu y allais, Caro? Ben oui, ben évidemment, l'industrie maritime en général, tout le monde parle en anglais, donc évidemment, notre siège social est basé à Montréal, donc la majorité des employés, que ce soit à bord des navires, au bureau, sont bilingues, anglophones et francophones, donc c'est un milieu là, on s'adapte dans les deux langues. Là. Amélie, toi à bord, est-ce que ça peut être le même reflet? Oui, je dirais que c'est similaire. Là. Moi, à bord, c'est très, très diversifié en termes de nationalité. Donc, moi, je suis appelée à travailler au quotidien avec des gens qui viennent de partout dans le monde. On parle des Philippines, de la Russie, de l'Ukraine, les Amériques. Vraiment, c'est très, très, très diversifié. Donc, tout le monde a sa propre langue principale. Donc, l'anglais, c'est la langue secondaire. C'est la langue la plus importante au monde. Donc, c'est très important d'avoir un bon anglais à bord puisque c'est notre principal moyen de communication. Puis, bien, c'est ça. Je dirais que sans parler anglais, là, ça serait bien difficile. Super, Question? Oui, ma deuxième question, c'est avez-vous une histoire ou un roman qui porte sur la navigation sur l'eau, sur les bateaux à nous recommander? Une question? C'est une excellente question. J'en ai pas, moi, qui me vient en tête. Oui, moi non plus, en ce moment.
J'en ai pas. Je vais continuer de penser à ça, puis si jamais je trouve quelque chose, je vais contacter Eric, puis je vais lui laisser savoir. Ben, excellente Je vais le mettre en commentaire sur notre lien. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci tout le monde. OK. Je pense, OK, peut-être on va juste prendre une dernière question de chat. J'ai vu un ici. Combien de temps les navires de CSL restent-ils en mer? Donc, pour ce qui est de la durée du temps en mer, là, nous autres, ce sont surtout pour CSL Canada sur les Grands Lacs. Nous opérons principalement sur les Grands Lacs canadiens américains. Ce sont surtout des voyages de cabotage là, d'une courte durée. Donc, c'est de 10 jours et moins. Par exemple, nous transportons du grain. On pourrait charger le grain à Thunder Bay, décharger, exemple, à Port Colborne, proche du canal Welland. Donc, c'est un trajet d'environ 4 à 5 jours. Donc, ce sont des trajets très, très courts, mais nous faisons plusieurs voyages, évidemment. La seule façon pour laquelle nous aurions un très, très long voyage, c'est si on doit planifier, par exemple, une période de dry dock, qui est vraiment de sortir le bateau de l'eau, le mettre sur les blocs pour faire des réparations majeures telles que sur l'arbre principal du moteur, les hélices, les gouvernails. Bien là, évidemment, le navire va être appelé possiblement à traverser l'océan Atlantique pour aller outre-mer pour aller dans un dry dock. Donc, c'est pas mal ça. OK, merci. Peut-être petite question suivie. Y a-t-il des défis particuliers de naviguer sur le Saint-Laurent ou les Grands Lacs? Je dirais, pour ce qui est des défis particuliers, bien, c'est sûr que moi, je suis mécanicienne à bord, donc moi, je ne suis pas impliquée directement dans la navigation. Par contre, je sais que le fleuve Saint-Laurent est un des fleuves les plus difficiles au monde à naviguer à cause des hauts fonds, à cause des courants, la marée, tout ça. Donc, ça vraiment, le fleuve Saint-Laurent a vraiment une réputation à travers le monde pour ces raisons-là. Puis, pour ce qui est des grands lacs, les défis, évidemment, bien, il y a des rivières aussi qui relient chaque lac. Donc, tu sais, quand on traverse un lac, c'est environ 12 heures à pleine vitesse. Donc, ensuite, on va avoir une autre période de 12 heures de transit en rivière. Là. Donc, c'est sûr que les défis particuliers avec ces rivières-là, tu sais, les capitaines ont leur brevet de pilotage pour chaque endroit sur les Grands Lacs, là, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'aventurer dans ces cours d'eau-là sans les connaissances nécessaires. Là. OK, bien, merci. Alors, je pense que c'est tout le temps qui reste pour des questions. Et on a juste un peu de temps maintenant. Comme promis, nous allons faire un petit quiz Kahoot. Alors, je vais juste le montrer à l'écran. Voilà. Donc, préparez-vous. Je vais enlever cela. OK, voilà. OK, t'es prêt? Donc, on va commencer. Petit quiz pour voir ce que vous avez appris. OK. Donc, première question. Alors, qu'est-ce qui rend le navire CSL le Sunanvec unique? Donc, il est entièrement alimenté par énergie solaire. Il utilise uniquement du biocarburant. Il est équipé des voiles qui utilisent l'énergie éolienne. C'est le plus ancien navire de la flotte. OK. Ben, bravo. Une gens a trouvé la bonne réponse. Donc, il est équipé des voiles qui utilisent l'énergie éolienne. OK, bonne chance à la suivante. Pourquoi le biocarburant est-il une option efficace pour les navires de CSL? Il est moins cher que le carburant fossile. Il ne nécessite aucun changement au moteur du navire. Il est fabriqué à partir de plastique recyclé.
il fonctionne mieux par temps froid. Donc, cette question était difficile, mais bravo. On a eu des bonnes réponses. Très bien. OK. Dernière question. Comment CSL réduit-elle son impact sur les mammifères marins en naviguant uniquement de jour, en réduisant la vitesse et le bruit dans les zones marines protégées, en évitant les océans, en passant à des navires plus petits? Donc, celle-là, j'espère, est peut-être plus facile. Ah, très bien. OK. Donc, c'est ça. Réduire la vitesse et le bruit, c'est crucial pour protéger les mammifères marins. Donc, très bon. On va voir qui a gagné. Troisième place, Proud Koala. Deuxième, Genius Wildcat. Et gagnant, c'est Diplomat Sloth. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bon, OK. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la groupe CSL ou les autres organismes partenaires du programme du mois marin de cette année, veuillez visiter notre site web. Je l'ai mis sur l'écran là. Vous y trouverez également toute une série d'activités d'apprentissage couvrant un large éventail d'activités et de compétences de l'industrie maritime. Aussi, je vais mettre sur l'écran, voilà. OK, voilà. Nous tenons également à remercier une fois de plus nos partenaires dans le cadre de cette initiative, la Fondation canadienne des carrières maritimes, et à rappeler aux élèves, aux enseignants et aux parents qu'ils disposent d'une excellente ressource présentant tous les différents types de carrières et d'établissements de formation maritime à travers le pays. Ainsi que d'un tableau d'affichage exposition sur les carrières, des présentations et des visites dans les écoles aussi, tout au long de l'année et peut être contacté à l'adresse électronique indiquée à l'écran. Bon, alors, juste avant de partir, au nom de tous les enseignants et élèves qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous tenons à adresser un grand merci à Caroline et Amélie. Merci, merci. Nous apprécions beaucoup vraiment votre présence parmi nous aujourd'hui et tout le travail que vous faites. Donc, merci aux classes et aux élèves qui ont participé tout au long du mois marin. Nous espérons vous revoir bientôt. Donc, au revoir à tous et à la prochaine. Salut. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.